Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Grave accident ce soir à Vouvray près de Tours. Un avion militaire s'écrase sur une structure d'accueil pour handicapés. Bilan provisoire, 1 mort, 5 blessés. Nous irons sur place dans un instant avec Franck Leroy pour France 3 Centre. Le sourire de Serge Lazarevitch de retour en France. Il souligne le prix de la liberté, encourage à la prudence. Il était le dernier otage français dans le monde. Le gouvernement fait front pour la loi Macron qui veut relancer l'économie. La charge la plus sévère vient de l'aile gauche de la majorité. Florian Philippot nous dira comment le Front National envisage ce projet. Votre rendez-vous mensuel avec pièces à conviction, où sont passés les 3 milliards d'Areva pour des mines qui n'ont jamais fonctionné. C'est votre nouvelle enquête sur l'argent public. Enfin, l'affiche de rêve en Ligue 1, Barça-PSG, constellation de stars au Camp Nou pour décrocher la première place du classement. Déception pour les Parisiens, 3-1 pour les Catalans. On commence donc par cet accident impressionnant. Un avion militaire d'entraînement s'est écrasé tout à l'heure sur une structure qui accueillait des handicapés. C'est à Vouvray, près de Tours. Pilote et copilote ont pu s'éjecter, mais il y a un mort et plusieurs blessés. Images de nos équipes en région. Commentaire Benoît Mousset. Le crash s'est produit dans la localité de Vouvray en fin d'après-midi sur l'un des bâtiments d'un centre d'accueil pour handicapés. Les premières images de l'accident montrent des débris qui jonchent le sol sur plusieurs dizaines de mètres. Sur cette photo, prise peu de temps après le drame, on devine un bâtiment en flammes et au milieu une masse sombre, celle d'un avion qui s'est écrasé. Plusieurs bâtiments ont pris feu ? Non, un seul. Et le bâtiment, c'est surtout l'avion qui a pris feu, avec le kérosène. Donc bon, ça s'est propagé un petit peu au bâtiment à côté, mais le feu a été très vite éteint. Le dernier bilan fait état d'1 mort et de 5 blessés, dont un grave. Une trentaine de personnes étaient présentes dans ce bâtiment au moment de la catastrophe. L'avion qui s'est écrasé était un Alpha Jet, un appareil militaire d'entraînement. À son bord, un instructeur et son élève qui étaient en formation lorsqu'une panne mécanique les a obligés à s'éjecter. Nos pilotes ont été confrontés à un incident technique et ils étaient dans une phase au-dessus de l'agglomération et donc ils ont essayé de réagir en évitant l'agglomération de Tours, l'agglomération qui est au sud de la base aérienne. Et là, lorsqu'ils n'ont plus aucun moyen de reprendre le contrôle de l'appareil, ils décident de l'éjection. Et pour cela, ils visent une zone qui leur semble sombre et inhabitée. Et malheureusement, ils ne parviennent pas à éviter la fatalité à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Une cellule médico-psychologique a été mise en place. Arrivée sur les lieux il y a quelques minutes, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a réclamé une transparence absolue. Franck Leroy est sur place pour France 3 Centre. Bonsoir Franck. Est-ce que vous avez des précisions sur cette mission d'entraînement? Était-ce une mission habituelle de cette école de chasse de l'armée de l'air? Oui, bonsoir Patricia. Effectivement, ce vol aujourd'hui faisait partie d'un cursus d'entraînement tout à fait normal, presque banal pour des élèves de la base militaire 705 ici à Tours. L'élève était accompagné d'un instructeur très chevronné. Il faut savoir que chaque année, il y a en moyenne une vingtaine d'élèves qui sont en formation pour tenter de décrocher ce fameux brevet de pilote. Alors, le site sur lequel je me trouve en ce moment, le lieu du crash, eh bien, il est à moins de 5 km à vol d'oiseau de la base militaire 705. Autant vous dire qu'il y a beaucoup d'allées et venues avec tous ces avions. Ici, localement, la population est extrêmement habituée à voir tous ces avions. En moyenne, 180 jours par an, il y a des rotations. Encore une fois, autant vous dire que la population locale ne s'émeut pas aujourd'hui de voir tous ces avions. Alors, chose importante, il faut savoir que le dernier accident en date remonte à 1983, août 1983, et à l'époque, le crash n'avait fait aucune victime. Merci beaucoup Franck Leroy. On voit tous ces camions de pompiers autour de vous. Évidemment, vous intervenez dans le journal si le bilan devait évoluer au cours de la soirée. On vous le disait en titre, le prix inestimable de la vie et de la liberté, c'est en substance le message de Serge Lazarevitch, de retour en France après 3 ans de captivité aux mains d'AQMI, le dernier Français otage libéré, approuvant le discours de mise en garde de François Hollande aux Français se rendant dans les zones à risque. Florence Trintignac. Un sourire radieux aux lèvres, Serge Lazarevitch salue tout d'abord François Hollande à sa descente de l'avion. Puis il serre longuement ses proches, sa mère, sa sœur, tous ceux qui l'ont attendu pendant plus de 3 ans. Pour sa fille Diane, ce retour est une victoire.
Son père est là, vivant. Être otage, c'est un peu compliqué, c'est pas très simple. Mais la vie est belle de retrouver la liberté. Je ne savais pas avant ce que c'était la liberté, j'avais oublié ce que c'était la liberté. Et n'oubliez jamais qu'être un homme libre, c'est faire attention à soi. Partout où vous allez, comme a dit Monsieur le Président, faites attention, parce que la liberté, c'est plus cher que tout. Quand on est pris, quand on est malmené, quand on est perdu, quand on est au bord de la mort, on pense plus à la vie. Quelques minutes avant, dans une longue et triste étreinte, il a retrouvé Clément, le fils de son ami Philippe Verdon, son compagnon de voyage, enlevé avec lui et mort en détention. Quelques mètres derrière, le père de Philippe Verdon. Les deux hommes se parlent intensément. Puis François Hollande salue ceux qui ont facilité la libération du dernier otage français. Je veux remercier le président Issoufou, président du Niger, le président Keïta, président du Mali, parce que ce sont eux qui ont œuvré avec nos services pour que vous puissiez être là. C'est à Niamey, hier soir, aux côtés du président nigérien, que Serge Lazarevic est apparu pour la première fois libre, fatigué, mais déjà souriant. Si j'ai perdu une vingtaine de kilos, mais ça va, je suis encore bien. Des conditions de détention difficiles, sur lesquelles Serge Lazarevic n'a pas voulu s'étendre ce matin. Est-ce que vous avez été beaucoup transporté pendant votre détention dernièrement ? Oui, merci beaucoup. C'est au service français qu'il livrera le récit de ces 3 années passées aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Des informations très confidentielles. Au chapitre économique et politique, l'info du jour, c'est la présentation de la loi Macron au Conseil des ministres, puis à la presse. Face aux critiques de la gauche, Manuel Valls répète ce soir que la lutte contre les inégalités reste sa priorité. Aujourd'hui, dans la rue, les professions réglementées ont encore manifesté. Olivier Poncelet. Redonner du lustre à l'économie française, c'est l'objectif de la loi sur la croissance et l'activité. L'ordre du jour de cette présentation, désamorcer les craintes suscitées par ce projet de loi. Cette loi, elle n'enlève rien à personne. Je crois que c'est important de le dire. Il y a beaucoup de protestations. Mais nous n'enlevons pas de droits. Nous recréons parfois des droits et des accès pour d'autres. Le droit de travailler ou de faire ses courses le dimanche, par exemple. On passerait de 5 à 12 dimanches ouverts par an dans les communes qui le souhaitent et avec une compensation salariale à négocier entre l'employé et son patron. Parmi les nombreux autres dossiers de ce projet de loi censé libérer les forces économiques du pays, la libéralisation des professions réglementées. L'objectif, multiplier le nombre d'installations de notaires, par exemple, tout en plafonnant leurs honoraires. Il n'en fallait pas plus pour mettre ces mêmes notaires, mais aussi les huissiers, les avocats, les greffiers dans la rue pour leur première manifestation commune. Permettre aux futurs notaires de s'installer où ils le souhaitent serait une fausse bonne idée. Je suis notaire de province et donc nous souhaitons garder nos études dans nos provinces. Et le projet de loi Macron va faire qu'il y aura un regroupement dans les grandes villes et dans la capitale et que les provinces seront désertées. Quant aux avocats, ils ne veulent pas entendre parler de la possibilité d'ouvrir le capital de leur cabinet. On n'admettrait pas qu'un médecin cabinet médical soit détenu par un labo pharmaceutique. On ne veut pas que les cabinets d'avocats soient détenus par des banques ou des assurances. Chacun ses raisons, mais tous d'accord pour une seconde manifestation nationale le 22 janvier. Et la majorité elle-même est divisée sur cette réforme et plus particulièrement sur le travail dominical. La charge la plus sévère aujourd'hui vient d'une figure de la majorité, la maire de Lille, Martine Aubry, ralliant les frondeurs. Elle s'engage à combattre, je cite, cette régression qui touche à sa vision de la société. Anne Bourse. Tout était millimétré. À la mi-journée à l'Élysée, pas moins de 10 ministres autour du premier d'entre eux. L'image d'une équipe venue défendre la loi Macron. Tout est prévu, sauf la publication quelques instants plus tôt d'une tribune de Martine Aubry dans Le Monde. Une charge violente contre le travail du dimanche. Je combattrai cette régression pour notre société au niveau national, comme dans ma ville. Martine Aubry, l'absente, devient alors le centre des questions.
Dans une tribune publiée par nos confrères du journal Le Monde, Martine Aubry. Pardon de revenir encore sur cette tribune de Martine Aubry. Agacé, Manuel Valls finit par répondre qu'il y a la place au débat sur le nombre de dimanches travaillés. Et on voit bien qu'entre 5 et 12, il y a des marges pour un débat. Si c'est ça qui fonde un débat de civilisation, je pense que ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le cas. À l'Assemblée cet après-midi, la tribune de la maire de Lille continue à diviser la gauche. Je pense que Martine Aubry évoque des convictions, je les respecte, mais on ne peut pas dire que tous ceux qui sont prêts aujourd'hui à légiférer sur le sujet sont dans la régression, parce que c'est pas aussi simple que cela. Pourtant, le travail du dimanche devient un combat emblématique au sein de la majorité. Le débat sur la loi Macron débutera le 22 janvier à l'Assemblée. Il promet d'être mouvementé. Pour réagir à ce projet de loi, le vice-président du Front National, Florian Philippot, également député européen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On ne va pas redétailler toutes les propositions de la loi, mais les trajets en autocar, le travail le dimanche, l'actionnariat des salariés, tout ça, pour vous, c'est bon ou ce n'est pas bon pour relancer l'économie ? Non, on voit bien que c'est toujours la même logique. C'est une logique de détricotage social, de libéralisation, de privatisation, de déréglementation. Ça s'appelle la loi Macron, mais en réalité ça devrait s'appeler la loi Bruxelles. Parce que M. Macron, comme ses prédécesseurs, n'est qu'un pion dans ce jeu. C'est un pion de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il s'évertue à respecter les règles de déficit, de respect, de budget que nos pays, les 27... Il s'évertue en bon petit soldat, comme les autres de l'européisme, à faire ce que la Commission européenne lui demande de faire pour adapter la France à la mondialisation sauvage, sauf que ça ne produit pas de résultats. Et les vrais leviers de l'économie ne sont pas là. La monnaie, le protectionnisme intelligent, le soutien aux PME, PMI, à leur trésorerie, le patriotisme économique, tout cela c'est absent du débat, alors que c'est là le vrai sujet fondamental, mais ça c'est tabou parce que c'est interdit par l'Union européenne. Alors on a entendu tout à l'heure, en tout cas on a fait lire la tribune de Martine Aubry, c'est quand même assez... interpellant. Vous êtes d'accord, Florian Philippot, avec Martine Aubry sur le travail dominical, il ne faut pas l'étendre, vous vous rejoignez sur ce sujet ? Non mais Martine Aubry se positionne, je pense, peut-être même vis-à-vis de 2017, parce que il y a un trouble. Elle dit que c'est pas sa vision de la société. Oui, il y a surtout un trouble au Parti Socialiste, il n'y a pas de candidat naturel, donc je pense que Martine Aubry est dans un petit jeu politicien. Le seul problème de Martine Aubry, c'est qu'elle a voté tous les traités européens. Vous voyez, Maastricht, la Constitution européenne, où tout est inscrit, tout y est. Donc elle ne peut pas faire semblant de découvrir aujourd'hui l'horreur du modèle ultralibéral. Vous voyez, comme j'entends l'UMP critiquer la loi Macron, je veux dire, tout ce que l'UMP rêve, Monsieur Macron le fait. Dans les villes... je veux dire, tous ces gens-là sont dans une posture politicienne. Si on est cohérent, on doit aller jusqu'au bout du raisonnement et remettre en cause l'Union européenne. Dans les villes que gère le Front National, si jamais cette loi venait à être adoptée et appliquée, vous n'appliqueriez pas ces décrets, même si ça pouvait créer des emplois, même si des gens étaient volontaires pour travailler le dimanche? Non, bien sûr que la loi serait appliquée, parce que les communes du Front National appliquent, comme les autres, la loi républicaine, bien évidemment, mais nous changerions radicalement de voie si nous arrivons au pouvoir au niveau national, et je crois maintenant que ça devient urgent, parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui incarne cette alternative. Si, il y a les frondeurs, ce sont surtout les frondeurs de salon, parce que pour l'instant, ils aboient beaucoup. Et là, ils appellent à voter contre. Oui, quand il s'agit de voter, jusqu'ici, ils se sont abstenus. On verra s'ils auront plus de courage en janvier prochain. Je voulais quand même vous soumettre quelques chiffres, Florian Philippot, sur ce que rapporte un touriste quand il vient en France, quand il vient en Allemagne, quand il vient à Londres. Vous allez voir, c'est notre pays qui rapporte, où le touriste dépense le moins d'argent, parce que devant les grands magasins, bien c'est fermé. 520 € en France, 1007 € en Allemagne, 1514 aux États-Unis. Est-ce que, avec le taux de chômage qu'on a, la croissance inexistante, Emmanuel Macron n'a pas raison, il ne faut pas aller chercher l'argent, la croissance avec les dents? Excusez-moi, je sais, enfin, le lien avec le tourisme, je ne sais pas exactement lequel il est. Travail du dimanche. Mais j'ai pas très envie que les magasins sont fermés, donc les touristes ne rentrent pas, donc ils ne dépensent pas d'argent. On est déjà la première destination touristique du monde. J'espère qu'on va le rester, mais j'espère que notre seule ambition, ce n'est pas d'être un grand musée pour Chinois ou touristes russes ou touristes américains. Non, c'est pas un musée, c'est dépenser de l'argent, créer de l'économie, des échanges. D'accord, mais voyez-vous, moi je pense que la vraie solution, c'est recréer une industrie française déjà, parce qu'on est le pays qui se désindustrialise le plus vite. Or, on n'y arrivera pas avec l'euro actuel. On n'y arrivera pas avec
avec la monnaie unique, on n'y arrivera pas avec l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale et donc le refus du protectionnisme que nous proposons. Mais ça, ce sont des mesures concrètes. Après qu'il y ait des choses à faire vis-à-vis du tourisme, certainement, mais c'est tout à fait marginal et ça ne doit pas entraîner le détricotage de notre modèle de société, parce que le travail le dimanche, c'est quand même un acquis. Je suis pas pour le retour à la société du 19e siècle. C'est parce que c'est sans limite et ça n'a pas d'intérêt. Jean-Luc Mélenchon, à l'autre bout de l'échiquier politique, appelle lui à une journée de mobilisation contre le travail du dimanche. Est-ce que c'est un mot d'ordre que vous pourriez rejoindre? Est-ce qu'on vous verra vous aussi le même jour dans la rue ou... Non, parce que M. Mélenchon n'a pas... D'abord, il prend le problème par le petit bout de la lorgnette, encore une fois. Le problème, c'est pas simplement le travail le dimanche, c'est beaucoup plus global que ça. J'ai cité les grands problèmes macroéconomiques qui sont pas traités, et puis il a appelé à voter Hollande. Donc nous, on avait dit, il n'y a pas de différence entre les deux, donc il n'est pas cohérent. Même si j'ai vu que M. Mélenchon évoluait, puisque dans la partielle de l'Aube dimanche, il n'appelle pas... Il appelle à voter blanc entre l'UMP et le Front National, ce qui prouve qu'il y a une évolution salutaire. Maintenant, je pense que ceux qui sont vraiment du côté des travailleurs français, des petits entrepreneurs aussi, eh bien, doivent maintenant aller au fond des problèmes, et le fond du problème, c'est le modèle économique, c'est le modèle européen. Merci beaucoup Florian Philippot. Vous allez voir ce que pensent nos téléspectateurs, nos internautes de cette question. C'était la question de notre édition ce soir. Vous arrive-t-il de faire vos courses le dimanche? Alors c'est une réponse un peu différente. C'est 36,4% de oui, 53,6% de non. Ça vous a intéressé, vous avez été plus de 15 000 à voter, à cliquer sur notre site d'info. Merci beaucoup d'avoir réagi en direct sur notre plateau.